Bienvenue à cet événement organisé par le CREMIS. Donc, d'entrée de jeu, je me présente. Je m'appelle Rachel Benoît. Je fais partie de l'équipe interne du CREMIS, organisatrice de cette journée, en étroite collaboration avec Naomi Bovy, ma collègue, étroite collègue. On est aussi les organisatrices des dîners d'apprentissage au CREMIS depuis 4 ans, que Naomi assure, entre autres, depuis 3 ans, là, leur coordination plus fine. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous connaissent, qui connaissent le CREMIS, mais il y a des personnes qui nous connaissent moins. Fait que le CREMIS, c'est quoi? Ben, c'est le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations, les pratiques alternatives de citoyenneté. On est un centre de recherche au sein du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, qui a, entre autres, développé un pôle d'expertise en itinérance. Ça s'inscrit dans une longue tradition de recherche, mais aussi d'expertise clinique qui, dans le fond, s'est développé au centre-sud de l'île de Montréal, mais aussi au CSSS Jeanne-Mance et même avant au CLSC des Faubourgs. Je vois même dans la salle plusieurs de ces pionnières. Merci d'être là. Ceci étant dit, je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas du centre-sud de l'île de Montréal et qui ont bien des expertises en itinérance, donc on ne prétend pas avoir ce monopole. Et c'est justement l'esprit de la journée d'aujourd'hui, c'est de pouvoir ouvrir puis collectiviser nos intelligences singulières pour gagner en intelligence collective. Donc, on a des panélistes, on va vous les présenter tantôt, mais avant, je vous partage un peu l'esprit de cette journée. Pourquoi créer cette demi-journée? C'est quoi les dîners d'apprentissage en itinérance? Il y a du monde qui a participé à des dîners, il y en a qui n'ont pas du tout participé à des dîners. Il y a plusieurs personnes du réseau qui en ont peut-être entendu parler, des gens du communautaire. On le sait en ligne que la diversité est aussi grande. Il y a des gens du réseau, il y a des gens du CIUS Centre-Sud, il y a des gens de d'autres établissements. On sait qu'il y a des gens qui viennent, évidemment, de la région métropolitaine de Montréal, mais on sait qu'on est suivi actuellement par des gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Val-d'Or, dans des couronnes périphériques à Montréal, etc. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'élargi et de diversifié ce matin, à la fois une couronne proche du crémisme et à la fois une couronne élargie. Bienvenue. Donc, il y a environ 4 ans, et ça ne va pas être étranger avec vos réalités respectives, le CREMIS a commencé à recevoir beaucoup d'interpellations pour développer de la formation dans le domaine de l'itinérance. Des hôpitaux nous appelaient pour dire, ben, est-ce que vous pourriez nous aider? Notre personnel est un peu embêté. Il y a beaucoup d'impuissance, sentiment de ne pas savoir comment prendre l'envergure de ce phénomène. Est-ce que le CREMIS pourrait développer de la formation? On est interpellé par des bibliothèques, on est interpellé par des CIUS, on est interpellé par des CIS, des organismes communautaires. Puis, oui, travaillé un peu à la pièce. On a répondu, selon notre capacité, à certaines de ces demandes. Mais force est de constater que c'était, dans le fond, des besoins qui outrepassaient nos capacités de répondre de manière singulière à chacune de ces demandes. Je sais que plein de monde vivent les mêmes réalités dans leur milieu. Donc, on s'est dit, ben, peut-être qu'on peut créer un canal un peu plus structurant, lancer des dîners d'apprentissage en itinérance, penser comme un rendez-vous 3, 4, 5 fois par année pour digérer à petite bouchée un phénomène fort complexe. Donc, par exemple, dans les premières éditions des dîners d'apprentissage, ben, on a eu un événement qui portait sur l'intervention en tenant compte de la diversité sexuelle et la pluralité des genres. C'était l'occasion, entre autres, d'entendre Philippe Benoît Côté, qui est prof en sexo, membre du CREMIS, avec Jorge Flores Aranda, qui est prof en travail social à l'UQAM, et aussi membre de l'Institut indépendance du CIUS Centre-Sud. Donc, c'est un exemple pour dire, ben, ça, c'était dans le fond, des écosystèmes qu'on a mis en place, un des panels qu'on a mis en place dans un de ces dîners-là. Il faut dire que en 2022, quand on a lancé la programmation des dîners, ça concordait avec la sortie du guide des bonnes pratiques en itinérance. Donc, c'est un ouvrage que peut-être certains d'entre vous connaissez, peut-être pas. Donc, c'est un guide qui répertorie un certain nombre de pratiques à privilégier lorsqu'on rentre en contact avec des personnes en situation ou risque d'itinérance. Et donc, les dîners d'apprentissage, ça se voulait finalement une manière de faire vivre ce guide en digérant à petite bouchée certains de ses contenus.
Au fil des éditions, et ça, c'était des conseils qu'on a reçus de plusieurs de nos membres chercheurs, ce qu'on a constaté, c'était important de ne pas cantonner les dîners d'apprentissage au guide des bonnes pratiques, question de rester un petit peu plus agile et d'entendre les questionnements qui, dans le fond, restaient vivants sur le terrain. Comme par exemple, il y a un récent dîner d'apprentissage qui a porté sur les questions de cohabitation. Et ça a été entre autres l'occasion de mettre en dialogue les travaux de Caroline Grimard, je ne sais pas ce que tu es, Caroline, professeure en travail social à l'UDM, en dialogue avec les perspectives de l'organisme L'Anonyme. Je pense qu'il y a des gens de l'Anonyme ici et des gens du projet des travailleurs de soutien autochtone. Je pense qu'on a des représentants en ligne. Euh, donc, dans le fond, on pourrait y aller. Là, il y a plusieurs personnes ici qui ont participé à des dîners, mais l'idée, c'était de rester dans une capacité à entendre le terrain, mais aussi entendre, j'insiste là-dessus, les développements en recherche. Je pense entre autres aux travaux de Laurence Roy sur toute la question des traumatismes crâniens cérébraux, des développements de recherche conséquents, structurants. Donc, ça a donné lieu à un dîner en 2024, je pense. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose de foisonnant, de riche, et on en arrive 4 ans plus tard avec une certaine sensation de surchauffe. Une sensation que c'est ça, ça fait beaucoup de contenu. Puis que finalement, quand on reçoit les rétroactions, quand on lit les rétroactions des dîners d'apprentissage, ben on nous dit c'est pertinent. On sait qu'il y a des gens qui nous suivent de dîner à dîner. Ça devient finalement une habitude de formation continue intégrée, dans le fond, aux pratiques des professionnels. Mais force est de constater que de dîner à dîner, ben, on perd un peu de vue de finalement qu'est-ce qui est à retenir de tout ça. Et quand on regarde les rétroactions, ben là, on nous dit, ben, ça serait vraiment super si vous pouviez faire un dîner d'apprentissage sur les questions LGBTQ. OK? Mais on le fait. Donc, on le refait. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc, une sensation de dire, OK, est-ce que finalement, on s'en va où avec ça? Puis qu'est-ce qu'on en retient? Donc, ce qu'on souhaitait, ce qu'on avait, c'était de certainement pas développer plus de connaissances, mais davantage en prendre, être capable de gagner en perspective, en sens, en point d'ancrage et ouvrir l'écosystème des dîners. Donc, c'est un peu l'esprit en vous conviant en ligne et en présence aujourd'hui. Je vais citer un des panélistes qui a participé au premier dîner d'apprentissage qu'on a fait en 2022, Guillaume Lévesque du Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières, qui a dit il faut parfois laisser la cape de l'intervenant de côté et revenir à l'humanité. Donc, on a senti qu'il était opportun de vous convier aujourd'hui, évidemment, en prenant en compte vos riches expertises, mais aussi, et c'était une demande des panélistes, de pouvoir mettre notre casquette de citoyen et de citoyenne. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, de cette matinée, il est simple, même s'il est exigeant, c'est de tirer profit du cumul de connaissances, dans le fond, qui a été développé dans le cadre des 15 dîners d'apprentissage qu'on a fait. On ne va pas faire ça en page vierge. Il y a des gens qui m'ont écrit en disant, mais c'est parce que moi, je n'ai pas assisté à vos dîners. C'est pas grave. On a prévu ça. Donc, l'idée, c'est d'approfondir notre compréhension mutuelle du phénomène de l'itinérance. On va être capable d'identifier des constats forts pour nourrir l'action. On veut alimenter nos prochaines activités et aussi inspirer vos propres démarches, développement de formation. On sait qu'il y a plusieurs personnes ici qui font de la formation dans le domaine de l'itinérance. Et finalement, ben, renforcer les réseaux de solidarité. Alors, sur ce, je vais laisser la parole à Naomi qui va vous présenter une méthode de travail fort originale avec des braves qui vont lancer le panel. Je te laisse la parole, Naomi, pour la suite. Oui, merci Rachel. Effectivement, on a une grande mission finalement aujourd'hui. On a plus de à peu près 20 heures, je pense, un petit peu plus de dîner d'apprentissage à traverser. Pas forcément dans leur exhaustivité, mais justement dans l'esprit de
tirer des grands constats, tout ça, et gagner en perspective critique sur les contenus qui ont été développés dans les dîners. Fait que comment on va faire ça aujourd'hui? Je vous dis ça. On a une matinée en 4 grands blocs. Le premier bloc, ça va être le bloc constitué de 3 synthèses couvrant 3 dîners chacune. C'est les panélistes que j'ai à côté de moi ici qui ont réalisé ces synthèses qui vont vous en faire part. Ils vont avoir 7 minutes chacun pour, pour faire ça. C'est pas une mince tâche. Merci beaucoup d'ailleurs à nos panélistes d'avoir accepté de se mouiller comme ça. Euh, L'objectif de ces synthèses-là, c'est ça, c'est de permettre de tirer des grands constats, de gagner en perspective critique sur les dîners. Je vais pouvoir les présenter sous peu, mais avant, je vais finir le déroulé pour que vous sachiez on s'en va dans quoi. Après ça, il va avoir, après les synthèses, il va y avoir une réaction à chaud de Daniel Turgeon, qui est ici, qui est père aidant à l'équipe itinérance, et Mélissa Tam, qui est derrière, de l'équipe itinérance du CIUS Centre-Sud également. Euh, Dans le fond, ils vont avoir le rôle de commentateurs informés par la pratique. Donc, ça va être une réaction à chaud aux synthèses qui vont été faites juste avant. Puis ensuite, on va prendre une courte pause de 15 minutes, puis on va revenir pour un travail en sous-groupe euh, dans le but d'identifier des défis, des leviers que vous avez dans vos milieux pour mieux agir en itinérance. Euh, Puis de réfléchir aussi à l'avenir des dîners d'apprentissage. Rachel l'a dit, on se pose toutes sortes de questions à l'interne, tu sais, à savoir, OK, qu'est-ce qu'on fait avec les thématiques qui reviennent? Comment on gagne en perspective sur ces thématiques-là? Voilà. Hmm. Puis après ça, oui, c'est ça. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des papiers conférences sur vos tables. On vous invite à prendre des notes de manière spontanée tout au long de la journée. C'est sûr que je pense que vous allez en avoir particulièrement besoin au moment du travail en sous-groupe. Pourra vous reparler de comment ça va se passer plus tard. Puis l'événement va se clôturer par un mot de la fin de la part de chercheuses qui ont le rôle de co-porteuses. Dans le fond, ils portent la responsabilité de l'animation de la vie scientifique dans le champ de l'itinérance au Crémis avec notre équipe interne. C'est Caroline Grimard qui est derrière. Elle adore que je la pointe. Euh, Caroline, qui est professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal, et Laurence Roy, qui est derrière elle aussi, et qui adore aussi se faire pointer, et qui est professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. On pourra aussi interpeller Christopher McCall, que je vois pas. Ah, bonjour. Qui pourra faire un mot de la fin aussi avec son chapeau de fondateur du CREMIS et professeur de sociologie au département de l'Université de Montréal, retraité maintenant, vit en campagne et adore ça. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on est en mode hybride. Euh, c'est ça, fait que pour faciliter la fluidité du déroulement, on va vous demander de garder vos commentaires puis questions pour le moment de travail en sous-groupe. Ça sera pas évident, par exemple, dans la salle, si vous avez un commentaire ou une question, tu sais, que les personnes en ligne vous entendent, puis vice-versa. Fait que c'est ça, c'est pour ça qu'on a privilégié cette formule-là aussi parce que, bon, on expérimente un peu avec la formule hybride, puis on a une équipe réduite. Donc, on fait des tests. Aujourd'hui, on va voir si ça se passe bien. Euh, pour les personnes en présence, après ça, on va avoir un lunch. Comme je vous ai dit, on va vous redonner des consignes plus tard. Puis on va pouvoir poursuivre les échanges de manière plus informelle après le mot de la fin. Donc, je m'apprête à passer la parole au chercheur qui a à côté de moi pour faire les synthèses. Je vous les présente. Jacinthe Rivard, est-ce que tu veux lever la main? Elle est co-titulaire de l'école d'été Enjeux et pratiques en itinérance de l'École de travail social de l'Université de Montréal et chercheur associée à la chaire de recherche sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables, la CREVAGE. Sa synthèse va s'appuyer sur 3 dîners, précarité et instabilité résidentielle des aînés, la gestion du sentiment d'impuissance
et l'intervention culturellement sécurisante auprès des personnes autochtones en situation d'itinérance. On va pouvoir vous montrer les dîners qui vont être synthétisés, vont être derrière vous tout à l'heure pendant les présentations pour que vous sachiez un peu dans quoi on est. Sandrine Carlandry est là. Elle est doctorante en sociologie à l'Université de Montréal et membre étudiante du CREMIS. Sa synthèse va s'appuyer sur le recours et le non-recours à des services chez les hommes en situation d'itinérance, le dîner accompagner une personne à risque de perdre son logement et judiciarisation des personnes en situation d'itinérance. Guillaume Ouellette, ici, la dernière personne, est chercheur au CREMIS et professeur au département de travail social, l'UQAM. Sa synthèse va porter sur les dîners suivants: approche sensible au trauma et perspective critique, explorer l'itinérance au prisme du genre et prévention de l'itinérance chez les jeunes. Pour les personnes qui connaissent un peu les travaux des personnes qu'on a à côté de nous, peut-être que vous trouvez la distribution des dîners particulière. On a volontairement attribué des dîners pour lesquels les personnes devant nous, pour rehausser le niveau de difficulté, en dehors de leur champ d'expertise, en fait, dans le but de les interpeller à titre plus de généraliste pour gagner en perspective, comme on disait, sur perspective critique sur les dîners eux-mêmes de manière plus transversale. Donc, on est dans cet esprit. Je passerai la parole à Jacinthe, mais Rachel semble vouloir parler. En fait, pour ajouter un peu au thrill de la journée, sachez que les trois panélistes n'ont pas partagé leur synthèse et qu'on n'a rien vu, à part quelques petites citations tirées du travail de Jacinthe. Donc, c'était vraiment l'esprit qu'ils se lancent et qu'on voit in situ s'il y a quelques fils rouges qui se tissent de leur synthèse. Voilà, fait que Rachel va passer son micro à Jacinthe et moi, je vais fermer le mien. Bon, est-ce que, pour faire ça comment? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Oui? OK. Bon, alors vous comprenez que 7 minutes, on se cadre. Donc, OK. Instabilité et précarité résidentielle chez les personnes âgées, intervention sécurisante chez les personnes autochtones, gestion du sentiment d'impuissance. On dirait que je vais vous raconter une histoire vraie qui finit mal, là. C'est une histoire vraie, mais je vais faire en sorte que ce ne soit pas trop lourd. Et comment je vais m'y prendre? Ben, je ne vais pas vous dire, entre autres, le sort que notre société réserve à nos aînés. Je me suis sentie personnellement interpellée. L'extrême voracité et perversité, et je pèse mes mots, de certains propriétaires locatifs qui agissent dans un climat de totale impunité, une guerre d'usure. Je vais vous dire aussi que j'ai à cœur les droits d'auteur. Je ne vais pas vous les nommer chaque fois, mais je vais faire le signe où je vais vous dire que je cite et j'ai toutes les informations. Alors, si vous voulez savoir qui parle, venez me voir. Une guerre d'usure, je cite, des situations qui tuent ou qui accélèrent le moment de la mort, sans exagérer. Je vais me retenir de vous décrire aussi le profond sentiment de fragilité, de vulnérabilité, de peur qui meuble la vie de trop de personnes aînées associées à la honte et une perte progressive de dignité. Et là, on pourrait aussi faire un lien facile avec les populations autochtones et les Inuits. Je ne dirais pas un mot sur le parcours du combattant de toute personne qui vit des enjeux de logement et souvent de santé. Dans plusieurs cas, le logement est loin d'être un chez-soi, mais plutôt un lieu qui finit par rendre malade. Des personnes aînées abandonnées à leur sort par un système engorgé et des lois qui ne sont pas appliquées parce que la configuration sociale ne le permet pas. Une société qui appauvrit les populations déjà vulnérabilisées et qui les maintient dans cette situation. Et puis, certainement, je ne vais pas vous rappeler ce sentiment d'impuissance qu'on porte probablement tous et toutes face à ce filet social qui est honteusement troué, à ces obstacles qui se posent à chaque pas, les vôtres et ceux des personnes auprès desquelles vous travaillez.
une sorte de désillusion partagée face à des lois qui devraient protéger. C'est vrai, ce n'est pas une guerre, consolons-nous, mais ce sont des situations de perte de sens qui mènent vers des formes de déshumanisation sociale qui pèsent, épuisent et rendent malades à petit feu. Des modèles du capitalisme fortement influencés par l'économie et le management, qui ont installé d'ailleurs leur propre vocabulaire et qui mènent, par exemple, à considérer des usagers comme des clients. Des modèles qui sont en train d'anéantir, je cite, la mixité sociale de la ville par une négligence d'action structurelle sur le logement. La ville est en train de se vider de ses vieux. Je cite, parler d'inclusion sociale dans une société qui exclut est la preuve qu'on a une sérieuse réflexion à faire. Mais je veux insister sur ces perles de sensibilité, des pratiques alternatives attentives à l'autre avec un A majuscule qui s'installent souvent sans bruit, qui tentent de refaire du sens pour tout le monde dans un social plutôt chaotique. Des pratiques développées pour rejoindre les Premières Nations et les Inuits tellement inspirantes, émancipatrices pour la personne qui les met en œuvre et pour les personnes qui les reçoivent. Travailler en proximité, je vais y revenir d'ailleurs tantôt, mais dans une posture de réciprocité. Je donne et je reçois avec les populations autochtones. C'est là que le lien se crée et qu'on peut intégrer des éléments facilitateurs pour l'intervention. S'intéresser, se laisser imprégner de leur culture pour faire évoluer notre pratique. Alors, on parle des populations autochtones, mais toute personne qui se retrouve devant nous a sa culture. Et là, je vous donne quelques exemples qui ont été mentionnés. Exploiter et étirer le temps. Aller au rythme de la personne, c'est bien connu. S'informer, pas par curiosité ou pour les stats, pour se rapprocher. Travailler dans l'informel, une jasette, un café, faire de l'humour. Adopter une posture d'humilité. Reconnaître les traumas, inclure les proches dans les soins. Abolir les réunions d'équipe pyramidales et les remplacer par des cercles d'apprentissage. Ça change une posture, ça. Attendre 10 ans avant qu'un usager accepte de faire sa demande de carte d'assurance maladie, soit. Des approches décrites comme, je cite, égalitaires, circulaires, non imposées, non clientélistes, fondées dans le rapport humain, centrées sur la découverte de l'autre et visant le bien-être holistique. Alors, dans ces 3 midis du CREMIS, peu de chiffres, pas de données probantes, ou en tout cas présentées comme telles, pas de mode d'emploi venu d'en haut, plutôt des gestes concrets de terrain qui semblent réellement allumer les intervenants quand ils en parlent. On prend davantage conscience qu'on documente beaucoup les phénomènes sociaux, mais que les solutions sont soit théoriques, soit inapplicables, soit banalisées à force d'être répétées. Par exemple, travailler en amont, mettre la personne au centre de la démarche. Comment on fait ça au quotidien, dans le contexte actuel, sans entrer dans un mode d'emploi uniformisé? La réponse qui nous est donnée, je cite, en redevenant un citoyen qui s'intéresse à l'autre, en mettant notre lunette de la reconnaissance. Là, on parle de la souffrance, du trauma et aussi du chemin parcouru, tout ce chemin pour arriver jusqu'à vous. Travailler avec l'humain en difficulté, c'est aussi se retrouver face à soi, à nos propres failles, forces, sensibilités, et qui explique en partie la fatigue compassionnelle dont nous souffrons pour plusieurs. Les raisons pour lesquelles on fait ce travail sont souvent viscérales et organiques. Ce n'est pas étonnant que la déception se situe là aussi. À l'évidence, la perception du pouvoir d'agir, elle est liée au sens qu'on donne à notre travail et le fait de veiller à nos pratiques plus humaines donne du sens, le sentiment d'être vivant. Je reviens sur la proximité qui est actuellement un terme surutilisé
Et je comprends aussi dans ce que j'ai entendu que la proximité, c'est pas nécessairement que tout le monde aille dans la rue. La proximité, chaque acteur, actrice des métiers du relationnel peut créer à son poste cet espace, ce sentiment de proximité par l'accueil, un sourire, le toucher, l'écoute, intégrer un petit jeu, rire, faire de l'humour dans ses interventions. Je cite, on a tendance à se sentir toujours perdant parce qu'on a rarement de pouvoir sur l'ensemble des enjeux sociaux. Mais les choses bougent et les gestes portent. C'est pas facile quand on est surchargé, mais d'expérience, je vous dirais que c'est très souvent gratifiant et stimulant. Pour les usagers, le fait d'être réellement partie prenante de leurs soins et accompagnés pour l'atteinte de leurs objectifs, aussi micro ces objectifs soient-ils, c'est aussi des manières de rester vivant. Je termine bientôt. L'idée de ne pas travailler seul revient assez souvent. Le sentiment de faire partie d'une équipe, c'est un réel moteur. Se donner des moyens aussi de réfléchir à sa pratique, peu importe la manière. Aller prendre des bières avec vos collègues, jaser de comment vous travaillez, de comment vous vous y prenez, de vos déceptions. Et après, vous pourrez en faire des rencontres formelles. Ça se peut, je le sais, je l'ai vu, donc c'est possible et je l'ai entendu. Bon, vous comprenez que quand je vous raconte tout ça, je suis en train aussi de contribuer à préparer les services de demain. Je serai la première bénéficiaire de ces services. Fait que je veux qu'ils soient bons, qu'ils soient agréables et je veux me sentir en sécurité. Si j'ai une petite minute, OK, alors je voudrais terminer avec une citation pour éviter de pédaler dans le vide, sans direction qui fasse réellement du sens. Et je vais nommer l'auteur, c'est Guillaume Lévesque du Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières, que je situerais cette citation-là entre pratique de proximité et poésie. Les milieux de vie, les intervenants de proximité la portent dans leur cœur. On part en voyage pour explorer la forêt des trottoirs, aller voir où sont les personnes. On essaie d'être partout. Pas de plan d'intervention préalable, il se fait avec les personnes, dans la relation avec elles. On se donne la mission de se décoloniser au plan professionnel et culturel. Un peu comme à vélo tandem. C'est la personne qui est devant et qui a le guidon. Elle sait ce qu'il lui faut, connaît ses forces et son filet social. Nous, on est derrière et on pédale avec elle. Notre bureau, c'est la ville. Et notre job, c'est une job de temps. Leur donner un moment de répit pour exister culturellement. Pour ça, il faut être créatif, créer des prétextes de lien. On va dans différents organismes et on pousse pas. Voilà. Voilà. Oui, donc vous m'entendez bien? Oui. Oui, donc merci Jacinthe. Donc pour ma part, j'ai étudié les vidéos sur les pistes pour l'accompagnement de personnes à risque de perdre leur logement, la capsule sur la judiciarisation des personnes en situation d'itinérance et la question du recours et du non-recours au service d'hommes en situation d'itinérance. Donc après avoir écouté les 3 dîners, j'ai identifié 3 constats transversaux liés à des pratiques et pour l'intervention et la prévention de l'itinérance. Le premier, c'est qu'il faut repérer tôt et de manière proactive euh, les personnes pour offrir des services aux personnes en situation d'itinérance et ou à risque de perdre leur logement. Ce repérage tôt est essentiel. Les 3 dîners montrent que la prévention de l'itinérance repose, entre autres, sur cette capacité des intervenants à repérer tôt les différentes problématiques, que ce soit en posant des questions à tout le monde dans toutes les interventions sur leur situation de logement, et à identifier les différents points de bascule qui peuvent mener à l'instabilité de logement ou à une situation d'itinérance. On les connaît très bien. Ça peut être des conflits avec les voisins, des conflits avec le propriétaire,
l'institutionnalisation qui peut mener à une perte de logement, que ce soit en hôpital ou en centre de détention. Donc, l'idée, c'est aussi de maintenir le lien, l'intervention, même si la personne est en situation d'institutionnalisation. Cela a particulièrement été mis en évidence lors du dîner sur l'accompagnement de personnes à risque de perdre leur logement, où les intervenantes ont mentionné la nécessité, les intervenantes du dîner là, ont mentionné la nécessité de repérer l'instabilité résidentielle très tôt avec des questions ciblées, de faire des visites à domicile lorsque c'est possible pour bien comprendre les enjeux dans le milieu lié à la situation de logement, peut-être même rencontrer le propriétaire, faire de la médiation. Il a été également mentionné de privilégier des rencontres courtes mais fréquentes parce que c'est moins engageant pour les personnes qui peuvent être en situation de détresse, d'instabilité, etc. Dans la vidéo sur le recours et le non-recours aux services, il est mentionné l'importance d'avoir des services flexibles, accueillants, particulièrement sensibles donc aux personnes minorisées de par leur orientation sexuelle, leur assignation raciale ou autre. Des services qui vont permettre aux personnes de revenir demander de l'aide, même si elles ont peut-être refusé le service par le passé, ou si leurs besoins changent, donc d'être vraiment ouverts par rapport à ça. Et ultimement, on veut éviter que les personnes demandent de l'aide seulement rendues à l'état de crise, à l'état d'urgence. On veut offrir des services accueillants pour que les personnes viennent pas seulement en état de crise, ce qui est souvent le cas pour les hommes tels que mentionnés dans la capsule, dans le dîner. Pour ce qui est de la vidéo sur la judiciarisation, il est mentionné que les personnes visibles ou dérangeantes dans les espaces publics vont paradoxalement peut-être recevoir plus de services de par leur parcours de judiciarisation ou un contact avec la police, notamment via les programmes à la cour municipale comme les pages là, à Montréal. Donc, il ne faut pas oublier toutes les personnes qui ne sont pas forcément ciblées par ces programmes ou ces services d'aide parce qu'elles seront moins visibles ou moins dérangeantes ou parce qu'elles vont tomber entre les cracks. Donc, je cite une personne d'un dîner ici, parce qu'elles n'auront pas de diagnostic formel de santé mentale, par exemple, mais peuvent quand même vivre des problèmes d'instabilité de logement, des problématiques d'expulsion, etc. Et ça, c'est d'autant plus important considérant que les personnes en situation d'instabilité résidentielle sont de plus en plus diversifiées. Donc, on a des familles, des personnes migrantes, etc. Le portrait est de plus en plus diversifié. Donc, il ne faut pas attendre que les personnes soient judiciarisées ou en état de crise pour leur offrir du soutien. Il faut faire du repérage et de la prévention en amont, avec des services le plus accueillants possible. Ensuite, mon deuxième constat rejoint beaucoup la présentation de Jacinthe. La qualité du lien avec les personnes est un levier majeur, même si elle dépend fortement des conditions matérielles et institutionnelles. Donc, les 3 dîners insistent sur l'importance de la qualité du lien, notamment développer une relation de confiance avec les personnes, respecter leur rythme, être à l'écoute de leurs besoins, aller les voir directement dans leur milieu de vie, plutôt que d'attendre qu'elles viennent se déplacer au service. Par exemple, une personne qui va quêter pourrait perdre son spot de quêtage si, si elle se rend à une ressource. Donc, il faut privilégier les interventions qui vont aller à leur rencontre. Il y a l'idée qu'il faut travailler avec la personne plutôt que pour elle, ne pas faire à la place de, mais avec. C'est des formulations qui sont revenues souvent. Donner la possibilité aussi à la personne de se montrer vulnérable, particulièrement pour les hommes, donc qui peuvent, à cause des normes de masculinité hégémonique, peut-être avoir plus de difficultés à demander de l'aide de base. Dans les vidéos sur le non-recours aux services et l'accompagnement de personnes à risque de perdre leur logement, il est suggéré de cultiver des moments informels avec les personnes, donc un peu comme Jacinthe disait, de favoriser des conversations qui vont sortir du bureau de l'intervention avec de l'humour, s'informer de la fin de semaine de la personne. Ça permet donc d'amener du capital relationnel et d'éviter le lien de pouvoir entre aidant et aidé et favoriser une relation plus d'égal à égal, d'humain à humain. Il est également suggéré de favoriser des espaces informels entre les personnes, entre elles, pour qu'elles puissent cultiver de la solidarité et de l'entraide entre elles. Dans la vidéo sur la judiciarisation, on mentionne d'ailleurs que la relation d'aide fait de plus en plus partie du mandat des policiers aujourd'hui, notamment dû à un virage humanitaire ou thérapeutique de la justice. Mais les policiers, dans l'étude
que Guillaume présente dans la vidéo, mentionnent que même eux ne se trouvent pas les meilleurs placés pour faire cette relation d'aide-là. Ils vont souvent continuer d'avoir recours au levier judiciaire dans leur intervention parce que c'est un peu la seule solution qu'ils connaissent. Ça va être leur mode de régulation par défaut. Donc, il y a un appel à ce que d'autres acteurs interviennent en première ligne auprès des personnes, pas seulement la police. Et ça, c'est marqué par un déséquilibre qui est mentionné par Guillaume dans la capsule entre, d'un côté, les organismes qui pourraient venir en aide, mais qui sont extrêmement sous-financés, comme on l'a vu avec la mobilisation communautaire à bout, et de l'autre, la police sur le terrain qui a beaucoup plus de ressources matérielles et financières, mais qui n'est pas toujours les meilleurs placés pour intervenir comme premier contact avec les personnes en situation d'itinérance. Donc, il était très important pour moi de mentionner que développer des liens de confiance et de qualité est extrêmement difficile dans un contexte de manque de ressources criant. Ce qui m'amène à conclure avec mon troisième et dernier point. La prévention de l'itinérance exige des réponses structurelles et intersectorielles. C'est un point qui revient beaucoup dans les vidéos, qui vont dépasser l'intervention individuelle. Les 3 dîners montrent que les trajectoires d'itinérance sont fortement marquées par des inégalités structurelles, crise du logement, inflation, profilage social, règles d'accès restrictives dans les refuges, par exemple, des services inadaptés, particulièrement pour les personnes qui appartiennent à des groupes mal servis, comme celles issues de la diversité sexuelle et de genre, en situation de handicap, etc. Dans la vidéo sur le non-recours aux services, ces obstacles systémiques sont bien exemplifiés par le témoignage de David dans la vidéo, qui est une personne avec une expérience vécue d'itinérance, qui explique que lorsqu'il était enfin prêt à se reprendre en main, à s'aider, à intégrer une thérapie pour aller mieux, il n'y avait tout simplement pas de thérapie disponible pour lui. Donc, l'attente était tout simplement trop longue et c'était très décourageant. Donc, ces obstacles systémiques persistent malgré toute la bonne volonté des personnes. Donc, les interventions ne peuvent pas se limiter à seulement motiver les personnes parce que même quand elles sont prêtes à se conformer à ces normes de l'individualité contemporaine, pour reprendre une expression plus sociologique, les ressources sont tout simplement pas là. Donc, on ne peut pas prévenir l'itinérance sans agir sur les structures, accès du logement abordable, meilleur accès aux soins de santé de manière générale pour tous, que ce soit la thérapie ou d'autres services, euh, particulièrement pour les personnes vieillissantes, les personnes en situation d'itinérance ont souvent des maladies, non, ont souvent des maladies chroniques, etc., qui nécessitent des traitements. Euh, il faut soutenir le financement du communautaire pour qu'ils puissent répondre à leur mandat de prévention et de repérage des personnes précaires, pas seulement agir lors des situations d'urgence, et outiller les personnes sur leurs droits en tant que locataires, notamment en soutenant le travail des comités de logement. Tout ça ne devrait pas que reposer sur le dos des intervenants. C'est une responsabilité collective. Merci. J'espère que c'était clair ce que je voulais dire. En fait, on est tous des personnes vieillissantes, quelque part. J'en sais quelque chose aussi. Euh, Moi, j'avais 3 dîners aussi à écouter. Donc, approche sensible au trauma, prévention de l'itinérance chez les jeunes et itinérance sous le prisme du genre. Je vous explique un peu la démarche pour appréhender tout ça. Je dis démarche, pas tant dans le sens métaux, dans le sens que j'ai écouté les dîners en marchant, euh, en prenant ensuite, en faisant des pauses, puis en prenant des notes audio finalement sur qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je veux, puis que j'ai retravaillé là, dans ce texte-ci. Donc, ça vous parle de ce qui a résonné pour moi comme sociologue, mais aussi, comme on l'a dit, comme citoyen aussi préoccupé par cette question-là. D'abord, ce que les dîners rappellent, c'est que l'itinérance, ce n'est pas une catégorie homogène, c'est pas une identité ni une catégorie sociale opérationnelle pour cerner la réalité de l'itinérance. C'est plus une sorte d'agrégat qui regroupe des trajectoires diversifiées, des expériences sociales hétérogènes. En fait, le terme itinérance ne désigne pas un groupe de personnes, mais un phénomène social touchant différents profils de personnes. Puis je pense que c'est bon de se le rappeler. On entend aussi beaucoup parler dans les médias, là je fais un petit pas de côté par rapport au dîner, mais on entend parler dans les médias de l'itinérance, puis ça apparaît encore comme un mystère ou une forme d'anomalie temporaire. Les personnes qui se retrouvent à la rue sont présentées un peu comme des énigmes à résoudre. Souvent, je trouve qu'on se dit, mais qui sont ces jeunes, ces femmes, ces personnes trans, ces personnes ayant vécu des traumas? Qui sont-elles? Pourquoi elles se retrouvent à la rue? Qu'est-ce qui explique leur trajectoire?
pourquoi elle n'arrive pas à s'en sortir. Et donc, l'interrogation, on dirait, tourne un petit peu en rond autour de cette question-là, alors que ben, ce qui est important, c'est de comprendre que que c'est bien que les personnes, que le phénomène de l'itinérance capte l'attention médiatique, mais souvent, ça demeure euh, pisté comme si, en décodant la personne, on allait pouvoir régler sa problématique, alors qu'on est vraiment dans des enjeux de structure, comme Sandrine a dit. Puis c'est ça qui est intéressant dans les dîners, c'est que on va mettre l'emphase, le dîner chez les personnes avec des traumas, chez les jeunes, sous le prisme du genre. On parle des personnes effectivement comme des catégories de personnes, mais on veut les comprendre, pas tant pour les réparer ou les sortir de la rue directement, mais d'abord pour comprendre ce qu'elles vivent, qui elles sont, c'est quoi leur spécificité, puis surtout comment on peut les accompagner pour naviguer dans le système. Donc, l'intérêt de la compréhension de la personne se situe plus au niveau de comment comprendre la personne pour naviguer les structures. Ça semble tout simple, dit comme ça, puis ça semble aller de soi, mais c'est très difficile à faire, en fait, cette idée-là. C'est qu'il y a une tension, hein, on le sait, en itinérance, il y a une volonté d'offrir des services spécifiques, spécialisés, qui vont prendre en compte les spécificités des personnes. Puis d'un autre côté, à l'autre bout du pôle, on veut offrir un traitement universel, un accueil inconditionnel, indépendamment des caractéristiques, le no wrong door. Fait qu'on est comme entre ce paradoxe-là de spécialiser nos services ou d'accueillir partout et de former tout le monde. Donc, pris entre ces deux pôles-là, souvent ça coince. Puis là, quand ça prend trop de temps, puis que quand ça prend trop de temps, quand on ne sait plus trop où s'adresser, quand le spécifique ne semble pas pouvoir marcher, que l'universel non plus, ben, on va qualifier les personnes de cas complexes. C'est des personnes qui résistent donc à l'intervention, qui ne sont pas, éventuellement, on va dire, qui ne sont pas très mobilisées de toute façon, qui passent à travers les mailles du filet. Puis quand on s'y attarde, et ça me frappait encore en écoutant les trois dîners, c'est pas tant qu'il y a des trous dans le filet, c'est que pour certaines personnes, il n'y a pas de filet, en fait. Une autre chose qu'on comprend en creux des dîners aussi, c'est que pendant qu'on se rend compte qu'on est une société inclusive et que tout le monde devrait y trouver sa place, qu'on évoque des droits, des politiques, des plans stratégiques et qu'on attend que des services coordonnés qui viendront du haut régler les problèmes du bas, ben, on laisse en plan une frange de la population de citoyens. Rappelons que ce sont des citoyens, des citoyennes. Donc, un cumul de citoyens et de citoyennes de diverses catégories qui ont un point commun, celui d'avoir été abîmés par les institutions. Donc, il faut un peu décaler le regard. Les dîners nous amènent à le faire. Il y a une des discutantes qui commence son intervention en disant, je pense que c'est important d'appeler un chat un chat. Je ne me rappelais plus de cette expression-là, mais je pense qu'on est vraiment là-dedans. Il faut appeler un chat un chat. Tant qu'on se rend compte que le système fonctionne à peu de choses près et que ces situations concernent la marge, ben, la situation ne changera pas. Les dîners montrent que le basculement dans l'itinérance n'a rien d'exceptionnel ni de mystérieux. Ce ne sont pas des personnes qui échappent au système, c'est le système qui ne traite pas tout le monde de la même manière. J'en suis où dans le temps? J'ai timé les autres si je ne me suis pas timé. La marge. On a de la marge. Je rappelle que vivre au quotidien dans un monde sans filet, c'est dur, c'est exigeant, c'est traumatisant. Pour ceux et celles qui cumulent les vulnérabilités, qui ne cadrent pas avec les normes attendues, on fait littéralement de la maltraitance sociétale. C'est assez fascinant, puis je ne parle pas d'une curiosité morbide, mais sur le plan sociologique, de voir à quel point le système abîme et ensuite reproche aux personnes d'être trop abîmées pour les aider. C'est un constat qui est dur, mais je pense qu'il est nécessaire pour qu'on fasse autrement. Heureusement, les dîners ne se concluent pas sur ces constats seulement lourds. Ils parlent aussi beaucoup d'intervenants, d'intervenantes qui tiennent le coup, de pratiques qui s'ajustent, qui se bricolent avec les moyens du bord, qui résistent en passant sous le radar, ou sur le radar ou sous le radar. Avec des gestes tout simples, en fait, comme accueillir, écouter, prendre le temps, mettre en confiance, ne pas juger. Accompagner en faisant pour lorsque nécessaire, en faisant avec lorsque possible, en faisant faire lorsque les conditions le permettent. C'est Jacinthe qui nous rappelle ça notamment. Donc, il n'y a rien de spectaculaire et pourtant le contexte actuel fait en sorte que par moments, ça apparaît comme à la limite de l'interdit. Sur ce point, en écoutant les dîners, on se demande, mais comment sommes-nous arrivés à évoluer dans un système où prendre le temps d'accueillir, d'écouter, de rencontrer l'autre, le cœur même de l'intervention, en vient à être perçu comme une pratique à dissimuler ou une pratique dérogatoire. Donc, pourtant, tous les panélistes le soulignent. La seule manière de réussir à intervenir comme ça, c'est de créer du lien, de cultiver ce lien, de redonner confiance aux personnes aux institutions,
de les accompagner de manière adaptée en considérant où elles sont, qui elles sont, et en maintenant ce qui est essentiel, donc ce lien et en créant des écosystèmes d'alliés pour soutenir ça. On ne peut pas y arriver seul. Je conclus avec l'idée que les dîners n'arrivent pas juste sur des impasses non plus et qu'il n'est pas toujours nécessaire d'aller voir en Norvège ou en Suède pour avoir des solutions. Donc, en vrac, quelques grands constats. Donc, travailler en prévention en agissant sur les conditions sociales qui produisent les ruptures. Sandrine en a parlé. Refuser de réduire les personnes à sa situation. L'itinérance n'est pas une identité. Rencontrer et reconnaître la personne dans l'ensemble de ses dimensions. Travailler en réseau plutôt qu'en silo, de manière à ne pas à créer de l'action publique et non de l'agitation publique. Ça, c'est plus tiré de mes travaux, mais j'entendais ça aussi. Donc, des fois, on s'agite à mettre plein d'acteurs autour des personnes, mais on ne produit rien à part s'agiter. Partir des besoins des personnes plutôt que de l'offre de services. Adapter les interventions aux trajectoires et non l'inverse. Replacer la complexité dans sa dimension structurelle et non en la projetant sur la personne. D'ailleurs, cesser de faire porter aux personnes le poids des dysfonctionnements institutionnels. Adopter une posture d'accompagnement plutôt que de prise en charge. Faire confiance à ses intuitions et aux ressentis. Encore Jacinthe qui nous le rappelle. Jacinthe a fait un petit lapsus, elle dit au début, faire confiance aux institutions. Non, je ne veux pas dire aux institutions, à ses intuitions. Je trouvais ça intéressant. dans ta question. Donc, faire confiance à ses intuitions, je trouve ça bien. Puis le ressenti, puis la place des émotions dans l'intervention, je pense qu'on n'en parle pas assez. Il y a, oui, détresse, impuissance, mais il y a plein d'autres choses aussi qu'on pourrait nommer. S'ancrer dans la volonté de la personne, dans son rythme, prioriser ce qu'elle veut. Accepter l'incertitude et le risque en assumant que chaque personne est singulière et que sa trajectoire n'est pas rectiligne. Et enfin, favoriser des pratiques qui reconnaissent l'importance du lien, de la dignité, de l'agentivité et de l'humanité. Merci. Merci beaucoup, Guillaume, Jacinthe et Sandrine. C'est pas facile de faire une synthèse aussi courte qui finalement perd pas tout son sens en essayant de faire des grands constats puis en cessant d'exemplifier. J'inviterai Mélissa et Daniel à venir à l'avant, si possible. Puis les panélistes, pouvez-vous vous décaler juste d'une chaise pour leur laisser deux chaises à l'avant? Les panélistes, vous restez à l'avant parce qu'après ça, vous allez être menés à réagir aux réactions, finalement. Je vous mets un peu plus près parce que c'est ça, faut vous voir. Moi, j'ai retenu plusieurs choses de ce que vous avez dit. Je vais me mettre ici parce que j'imagine qu'il faut me voir. Je retiens que la prévention en itinérance, Sandrine, tu nous disais, ça nécessite une collaboration intersectorielle et des réponses systémiques. Vous l'avez tous dit dans vos mots. Vous parlez de la qualité du lien des personnes, bien que ça dépend des conditions matérielles. Je pense que c'est ça, cette idée des conditions de l'intervention qui sont aussi importantes que l'intervention elle-même. C'est ça que je retiens. Puis, je ne m'attarderai pas plus que ça, finalement, sur ce que moi j'ai retenu parce que je vais poser la question à nos praticiens. Je prendrai ce micro-là. Excusez-moi. Merci. Mélissa et Daniel, je ne sais pas qui veut y aller en premier. Je pense qu'on s'était dit peut-être Daniel, c'est ça. Je vais te passer le micro. Puis, les questions qu'on avait pour vous autres, c'était à quoi ça vous a fait penser ces synthèses-là, globalement? Est-ce que ça reflète vos réalités, finalement, en tant que praticien dans le réseau? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous voulez revenir? Est-ce qu'il y a des angles morts que vous voulez nommer? Fait que là, allez-y un peu spontanément. Vous n'êtes pas préparés, on vous a rien donné comme information, fait que c'est vraiment à chaud, sans pression. Bon, mais je veux juste brièvement dire merci pour m'avoir accueilli à cet événement-là. Quand j'écoutais les présentations, je voyais un petit peu mon rôle à différents niveaux, un petit peu qu'est-ce qu'on fait comme par aidant, quand on parlait du fameux lien avec nos clients, l'isolement de notre clientèle, c'est toutes des choses qui touchent la par aidance. Moi, j'ai un volet comme quoi, tu sais, j'essaie de sortir un petit peu des
des rôles standards comme par aidant, comme versus avoir une réunion avec un client, un usager ici à l'intérieur du CLSC qui peuvent ramener des traumas du passé. Ben moi, je vais aller prendre un café dans le communautaire. Ça normalise un petit peu mon client aussi. C'est dans des environnements qui sont plus nerds puis qui sont plus accueillants. Donc, je voyais un petit peu ce rôle comme ça, un petit peu de qu'est-ce que je fais du jour à jour. Quand on parlait au début un petit peu du vieillissement de la population, puis le côté humain de notre clientèle, ça allait vraiment. Moi, je comptais une histoire vite vite. J'ai un client que j'avais rencontré, ça fait 2 semaines, que par choix, c'est un monsieur de 70 ans monté, il a décidé d'aller vivre à un refuge, parce qu'il disait, point de vue de budget, avec le revenu qu'il avait, il n'arrivait pas au deux bouts. Donc, c'est vraiment une réalité que certains de mes clients, par choix, déterminent il est mieux aller dans un refuge pour pas avoir de loyer à payer que vivre à la Seine-Noire, avoir un logement, puis avoir des manques à gagner. Donc, c'est une réalité qui est très pertinente. Euh, mais je fais du mieux que je peux avec ça. Puis j'essaie d'une autre qualité qu'on a comme par aidant avec ma clientèle qui change beaucoup. Tu sais, on parle un petit peu, c'est uniforme, la clientèle en situation d'itinérance. Puis on regarde de plus en plus, ça change. Il y a des ressources que c'est vraiment du monde d'une certaine âge, 70 ans, tu vas avoir des usagers de 70 ans montant. Les jeunes, tu en as de plus en plus. Il y a plus de femmes qu'on voit dans des ressources. Les nouveaux immigrants qui arrivent au Canada, c'est une nouvelle marche de notre clientèle qu'on essaie de développer des ressources. C'est pas toujours évident parce que des fois, ils n'ont pas leur papier ou juste avoir le fameux papier brun pour avoir des soins médicaux. Donc, ça allergie un petit peu notre volet. Euh, mais quoi d'autre que je voyais un petit peu dans les présentations, c'est que j'ai parlé un petit peu de la population qui est vieillissante, le rôle du père aidant. Tu sais, on parle souvent comme quoi nos clients ont des traumas, puis être capable de revenir avec ma clientèle puis dire oui, moi comme père aidant, c'est un petit peu le fameux lien qu'un intervenant va arriver, bonjour, je suis travailleur social, puis c'est toujours le lien que versus moi je peux arriver puis former un lien basé sur notre vécu. Tu sais, on ne peut pas assez dire assez sur notre vécu. Tu es capable de rencontrer un client, bonjour, je sais qu'est-ce que tu vis maintenant. Quelqu'un d'autre pourrait le dire, un TS, un nurse, mais quand on est capable de trouver des exemples, ça aide à bâtir le lien. Puis le fameux empowerment qu'on parle souvent, c'est super important que mes clients soient au centre des décisions. J'arrive pas à rencontrer quelqu'un, ben là, c'est ça que j'aimerais qu'on fasse dans le futur. Je vais vraiment prendre le temps de rencontrer mes clients, leur demander c'est qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur but, c'est quoi leur projet. Moi, je fais juste les accompagner à travers ce projet-là. Alors, j'ai trouvé tous les résumés, les synthèses de présentation super intéressantes. Je trouve que ça faisait un beau résumé de mon rôle comme parent aidant avec l'équipe itinérance. Daniel, c'est comme si tu avais un timer intégré. Ouais, voilà. C'est super, merci beaucoup. Euh, Mélissa, ça serait ton tour. Oui. Tu aurais 5 minutes aussi. Est-ce que tu veux que je t'avertisse une minute avant? Ah, je pense que je vais Tu as rentrer. aussi un timer Ouais, je vais intégré. essayer, oui. D'accord. Ben, merci beaucoup. En fait, vos résumés, pour moi, c'est quelque chose qui est fort. Ça fait 23 ans que je suis dans le milieu de l'itinérance. J'ai été accompagnée de mentors là, il y en a qui sont ici aujourd'hui. Puis ça, c'est notre nord, hein. Tout ce que vous avez nommé, c'est des principes de base qu'on essaye, l'équipe. Nous, on a commencé, on était 8 infirmières, 4 infirmières, 4 travailleurs sociaux, on était tout petits, on est rendu 36, c'est rendu dans une organisation. Insuffler ça à des nouveaux intervenants, c'est tout un défi d'avoir cette posture-là qui a été transmise de génération en génération d'intervenants. Mais pour moi, ça parle beaucoup. Puis ce nord-là, je trouve que c'est notre rôle. En tout cas, maintenant, je suis rendue gestionnaire de cette équipe-là parce que je me disais, oh mon Dieu, je ne peux pas les laisser. J'ai passé de l'autre côté parce que je me disais, hey, c'est important de pouvoir poursuivre ce qui m'a été transmis. Puis tout ce qui a été nommé, c'est ce qu'on fait au quotidien puis qu'on transmet aussi à d'autres. C'est sûr qu'on est dans une organisation institutionnelle puis il y a des contraintes qu'on a, mais à travers ça, je pense qu'il y a toujours la créativité. Puis ça, ça n'a pas ressorti, la créativité, puis les intervenants en font au quotidien de façon incroyable. Des fois, ils m'arrivent, hey, j'ai fait ça, wow, c'est cool, là. Fait que sortir de la boîte aussi, j'ai l'impression avec toute notre structure,
nos guides de pratique, on en a des comment intervenir auprès de cette clientèle-là, cette clientèle-là. Puis encore, nous, on fait des diagnostics aussi, tu sais, on définit tout ça, mais au bout de la ligne, c'est toujours la même chose, c'est accueillir, savoir écouter, s'intéresser à l'autre pour pouvoir l'amener vers autre chose. Euh, avec la clientèle des fois, qui nous tire aussi à faire pour, hein? Parce qu'on pense qu'ils sont incapables, parce qu'ils sont dans cette situation-là. Même nous, comme intervenants du réseau, on a cette posture-là. Viens, je vais appeler pour toi. Non, je ne vais pas appeler pour toi. Je vais rester à côté de toi. Puis toute cette posture-là d'accompagnement, elle devrait être partout, tout le temps dans notre quotidien. Puis malheureusement, je trouve qu'on est très paternaliste des fois. En tout cas, pour nous, je parle d'intervenants du réseau, là, à faire pour que ça aille peut-être plus vite, parce que nous, on se connaît la bonne solution sans prendre compte la personne, ce qu'elle souhaite à ce moment-là. Donc, tout ça, je trouve que c'est quelque chose à faire ressortir versus le type de clientèle, parce que vous avez parlé d'un fil conducteur, puis le fil conducteur, puis je pense que j'ai été sur une autre table, puis on parlait de prévention. Pour moi, la prévention, puis, quand j'ai commencé, j'ai fait mon certificat en santé communautaire. Puis moi, là, ce que je voulais, c'est faire de la prévention. Je me disais, mon Dieu, c'est tellement le fun, faire des capsules comme infirmière. Puis là, je me disais, mais elle est où la prévention? Elle est nulle part. On n'en parle pas. On ne la met pas en application. C'est comme si on ne se permettait pas de faire des moments de prévention. Puis j'ai le souhait pour les années qui me restent de pouvoir mettre ça en place. Puis j'imagine que ça va faire en sorte qu'on va avoir moins de personnes en situation d'instabilité résidentielle. Puis j'ai été à une rencontre, puis ben, j'ai été dans une formation, pas une formation, un colloque, puis la ville, je ne sais pas quelle ville, mais ils ont appelé les personnes, au lieu de les appeler PSI, personnes en situation d'incidence, des citoyens. Puis ça, là, ça m'avait fait tellement du bien d'entendre ça, des citoyens, puis vous en avez parlé. Puis à chaque fois, je me permets, quand je suis dans des rencontres avec d'autres personnes, je me permets de dire le mot citoyen. Je reviens aussi, puis il me reste encore un petit peu. Euh, Tu sais, vous avez parlé de l'accueil, la base, d'être en relation, la base d'être on dirait on a perdu ça, tu sais, tenir la porte, dire merci. Tu sais, dans notre quotidien, tu es à l'épicerie. J'ai marché l'autre fois, je marchais, puis quelqu'un me dit bonjour. Je ne le connaissais même pas. Ben bonjour. Ben oui, bonjour. Puis je pense qu'on oublie ces petits moments-là. Euh, puis je me dis faut qu'on fasse de la formation pour de la base, là. Parce que c'est ce qu'on a mis en place pour dire, je ne veux pas dire comment intervenir, c'est pas ça, là. La question, c'est de toute façon, si tu vas intervenir avec une personne, la même chose qu'elle soit dans un gros château, qu'elle soit en situation d'itinérance, je veux dire, faut qu'on ait juste puis on a fait une formation, j'aime pas ça dire le mot formation, mais plus une sensibilisation de savoir-être, peut-être plus, dire bonjour, prendre le temps de s'intéresser, puis on va diminuer les comportements qui peuvent nous faire peur, on va diminuer les préjugés. Fait que je suis pas mal là-dedans. Puis aussi, on a exploré, là, j'ai lu un article dans l'Ordre des infirmières, puis il parlait de biais cognitifs. Puis ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait s'intéresser. Euh, Par rapport à ça, là, parce qu'on a, on peut transposer ça dans notre vie quotidienne, qu'on fait des billets là, dans tout notre quotidien. Notre cerveau va vite. Fait qu'il y a aussi ça que je me disais ça irait un petit peu plus loin que juste parler tu sais, comme vous dites, là, ça a été dit, il y a des choses qui ont été dites. Est-ce que les choses ont changé tant, pas tant? Mais peut-être qu'on pourrait aller ailleurs pour justement qu'on devienne plus en contact avec les gens. Quand je passe ici, je rentre à l'accueil, je dis bonjour à mes collègues, la sécurité, tant que l'accueil, ils sont au quotidien avec nous. Fait que, on oublie ça, puis je pense que, en tout cas, je vous invite à le faire. Je fais le tour de l'équipe, bonjour le matin, je rentre pas juste dans mon bureau. Tu sais, la relation, elle s'est perdue, puis je pense, puis je trouve que la COVID en a pris large, là, mais je veux juste dire que je pense qu'on en a perdu encore plus de ce contact humain-là. Donc, voilà, fait que je ne sais pas si ça répond. Oui, parfait. Oui, merci beaucoup, Mélissa. Oui, Daniel, tu voulais. Oui, est-ce que tu peux passer le micro aux autres panélistes? On va leur donner la parole. Merci beaucoup. En fait, quoi?
Personne veut le micro, c'est la patate chaude. Euh, En fait, oui, c'est ça. On s'est dit à chaud, vous autres aussi, sûrement, vous avez le goût de réagir à ce que vous autres vous avez présenté parce qu'on l'a dit, vous l'avez même pas entendu avant aujourd'hui, puis aussi réagir à ce que les praticiens viennent d'évoquer. Qu'est-ce qui résonne pour vous dans tout ce qui a été présenté? Vous auriez comme une petite minute popcorn, hein, chacun. On vous met jamais dans des situations faciles, mais Je m'en- allez-y. OK. Ben, c'est intéressant déjà comme exercice d'avoir fait ça, de ne pas s'en être parlé trop, d'arriver quand même, on l'a vu, sur des constats transversaux, que ça fasse écho directement à vos expériences. Euh, Ça revient sur le fait que je pense qu'on sait vraiment quoi faire pour agir sur ce phénomène-là. Ça revient encore une fois à dire, c'est pas énigmatique, c'est pas une anomalie temporaire. On est en train de se structurer un système qui va générer de plus en plus, qui va diversifier de plus en plus les profils qui se retrouvent en situation d'itinérance. Puis, tant qu'on va être dans l'approche individualisante, psychologisante, biomédicalisante, pathologisante, on va s'enfoncer à arriver au bout avec une personne en disant, ben là, on a tout fait, qu'est-ce qu'on pouvait, puis on va fermer la porte. Et présentement, il y a les gens en situation de non-recours, c'est énorme. On n'a pas parlé beaucoup d'itinérance invisible, mais on le sait que c'est un phénomène. Le phénomène de l'itinérance, ce n'est pas encapsulé à des personnes qui sont dans la rue. On est vraiment dans une structure sociale qui nous fait des trajectoires descendantes qui arrivent dans des situations extrêmes de précarité. Puis présentement, ben, comme citoyen, comme chercheur dans le réseau, comme toute personne, je pense qu'on a le droit d'être inquiet. Puis là, je ne partirai pas sur ma tirade de le droit à s'indigner, mais je pense qu'on a le droit de s'indigner, qu'il faut résister, puis qu'il faut attirer l'attention sur le fait que ce qui se passe là, collectivement, ce n'est pas satisfaisant. Moi, je n'ai pas voté pour ça, je ne veux pas participer à ça. Puis il faut trouver les espaces pour s'en parler. Donc, je suis content de vous voir aujourd'hui. Ben, merci de vos commentaires. Moi, s'il y a quelque chose qui ressortait beaucoup pour moi dans ce que j'ai écouté, c'était, puis je trouvais que c'était une espèce de bombe là, face à notre impuissance, c'est-à-dire que le moindre geste compte. Ça compte ce qu'on fait. Vous savez ce que vous faites et puis ça compte. Alors, tu sais, que les gens reviennent, par exemple, une deuxième fois, c'est un cadeau. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis je vois que ça vous a interpellé aussi dans vos pratiques respectives. Alors, tant mieux si ça vous a rejoint. La prévention, j'ai comme l'impression qu'on a abandonné le terme, mais je ne suis pas sûre qu'on a arrêté de le pratiquer parce qu'on parle beaucoup de travailler en amont, hein. Ça, on l'entend beaucoup. Alors, je pense qu'il y a un travail qui se fait aussi, en tout cas une tentative de travail qui se fait à ce niveau-là, avec tous les enjeux possibles hein, de la prévention. On est fort sur la catégorisation, tu l'as dit. Donc, si on veut travailler davantage en amont, ben l'enjeu possible, c'est que on fasse de nouvelles catégories, des personnes à risque, par exemple. Hein, ça peut se passer vite, ces choses-là et donc créer de nouvelles catégories. Alors, je reviens au geste. Je reviens au geste. Je pense qu'un geste sensible, respectueux, citoyen, je pense qu'avec ça, on peut faire un bon bout, là. Oui, donc moi je suis très d'accord. Là, le point de la créativité là, comme angle mort de nos présentations, c'est effectivement ressorti comme solution face à l'impasse, à l'impuissance des intervenants sur le terrain, notamment lorsqu'il y a tout simplement pas de service pour certaines populations. Donc je pense qu'effectivement, il faut reconnaître la très grande résilience, la créativité des personnes qui travaillent sur le terrain. Donc oui, les petits gestes comptent, mais je pense qu'il faut aussi soutenir les organismes communautaires qui savent déjà quoi faire, qui le font déjà très bien, mais qui ont besoin de plus de ressources pour continuer leur travail. Euh, donc, je terminerai avec ça. C'est super.